Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous cette première lettre persane dans l'esprit de Montesquieu, mais écrite cette fois par un vrai persan vivant en France et non par un philosophe français du siècle des Lumières. Le philosophe français en question, personne ne l'ignore, c'est Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, auteur des fameuses lettres persanes, dont vous avez remarqué le portrait de profil en médaillon comme signature de cette chaîne. Cet ouvrage, Les lettres persanes, publié sous anonymat, lui avait permis, au début du XVIIIe siècle, de critiquer la société française dans le style satirique par la voix de persans, peuple considéré à l'époque comme exotique, et de s'exprimer grâce à ce détournement sur les manquements et les travers de son époque. Eh bien, pourquoi ne pas réemployer ce procédé aujourd'hui au XXIe siècle, mais cette fois avec la voix d'un vrai persan qui connaît bien le pays de Montesquieu et qui a des choses à dire sur la société française, sur sa culture et sur ceux qui dirigent ce pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les élites. Je ne manquerai pas cependant, ayant un pied là-bas en terre de Perse et résidant ici au pays des Francs, de porter des regards croisés d'une culture à l'autre. En attendant, le premier sujet que j'ai envie d'évoquer ce soir, nous sommes à l'aube de l'année 2019, c'est le séisme populaire qui a traversé la France de part en part. Je veux parler du mouvement des Gilets jaunes. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour vous inviter à regarder sur cette chaîne la vidéo du chant des Gilets jaunes que j'ai composé pour l'occasion, le texte et la musique. J'y reviendrai très certainement. Ce mouvement donc marque, à n'en pas douter, un grand moment dans l'histoire contemporaine française, dans la mesure où c'est tout un pays qui s'est soulevé contre un système étatique considéré comme injuste, inégalitaire et violent. Et quand je dis violent, il s'agit de cette violence soft qui est à la fois fiscale, sociale, intellectuelle, culturelle, exercée depuis des décennies par les gouvernements acquis à la mondialisation financière, violence exercée sur les classes moyennes, devenues aujourd'hui démunies à la limite du tolérable. Pour moi en particulier, c'est une grande bouffée d'air que d'assister à ce phénomène et un moment tout à fait unique depuis mon arrivée en France, car je suis venu dans ce pays après les événements de mai 68, que je n'ai pas connus. Sur le chapitre des Gilets jaunes, la toile regorge de reportages, de tables rondes et de débats, et je pourrais difficilement ajouter des propos nouveaux à cette vaste et riche matière. Par contre, il est un point, il me semble, qui mérite d'être souligné et débattu. Il s'agit, à côté de l'appauvrissement financier des Français, de leur appauvrissement intellectuel, culturel, car ceux qui les maintiennent dans la pauvreté les empêchent tout autant d'avoir accès à un savoir digne de ce nom. Nous vivons dans un pays à deux vitesses. Il y a les établissements scolaires pour nantis et les établissements scolaires pour défavorisés. De même qu'il existe des établissements supérieurs pour nantis et d'autres pour défavorisés. Il y a les universités voies de garage, j'ai connu, j'ai donné, et les écoles supérieures qui donnent accès à métiers et rémunération. Dans l'immédiat, les gilets jaunes vont à l'essentiel, leur subsistance, leur pouvoir d'achat, mais il me semble qu'il faudra bien aussi un jour qu'on assiste dans ce pays à une révolution culturelle. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une révolution culturelle à la chinoise avec les gardes rouges en prime, mais d'une remise en cause à la fois de cette éducation inégalitaire et du système médiatique qui a partie liée notamment avec l'enseignement et certains éditeurs, dont le rôle n'est rien d'autre que de générer du profit pour quelques castes au détriment d'une véritable transmission du savoir. Pour ma partie,
qui est la poésie, puisque je suis à la fois poète et traducteur de poésie persane, je constate depuis des années et des années l'effritement de cet art qui a connu ses heures de gloire jusqu'à la génération de Louis Aragon, celle des grands poètes populaires. Après Aragon, la poésie s'est délitée sans cesse jusqu'à devenir, aujourd'hui, dans notre ère post-moderne et mondialisée, le genre oublié de la littérature française, je pèse bien mes mots. C'est un exemple parmi d'autres de la pauvreté culturelle de notre époque, mais qui me touche particulièrement, parce que j'ai été nourri de poésie française, que ce soit celle de l'époque médiévale, je pense à François Villon, ou celle du XVIIe siècle, je pense à Boileau, ou celle de la période romantique, je pense bien entendu à Hugo ou Lamartine. Des poètes populaires qui ont contribué à former l'ADN culturel français. Eh bien aujourd'hui, la poésie française est moribonde, quasiment inexistante. Et les Français ne connaissent pas du tout ceux qui publient des textes présentés aujourd'hui comme de la poésie et qui n'en sont pas de la poésie. En fait, majoritairement, c'est de la prose. On trompe le public, on lui ment. Et le résultat, c'est que les Français ne se sentent pas du tout concernés par ces textes. Ils les ignorent tout simplement. Le genre poétique est marginal quand c'est vraiment de la poésie. Et je reviendrai aussi d'ailleurs à d'autres occasions sur la structure véritable de la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Le genre aujourd'hui ici est donc marginal, boudé par les Français et médiatiquement insignifiant. À ce propos, j'ai appris en consultant un article de Slate.fr rédigé par le journaliste Thomas Delogy que ce genre n'a représenté en 2016 que 0,3% de l'édition française selon les chiffres du Centre national du livre. Autrement dit, 3 fois rien. Eh bien voilà, en France, la poésie ne marche pas, contrairement à d'autres genres comme le roman, ou les essais philosophiques, ou politiques, ou sociologiques. Et à mon sens, la raison de cette carence vient pour l'essentiel de ce que le plus gros de ce qui est publié, comme je viens de le dire, n'est pas de la poésie, parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Et puis les gens ne sont pas bêtes, ils voient que c'est frelaté, ils n'y touchent pas. Alors on entend parfois certains faux poètes s'écrier qu'on les ignore, qu'ils sont mal représentés, qu'ils sont incompris. On me dira ce qu'on voudra, j'aurai toujours du mal à considérer qu'il existe en France des centaines de génies ignorés et que des puissances supérieures se sont placées entre eux et les lecteurs. Pour comprendre ce désintérêt, il faut s'intéresser à la fois aux structures du genre poétique et à la généalogie du phénomène, d'où tout cela est parti et comment on en est arrivé là. Je parlerai de tout ça parce que je n'en suis pour le moment qu'à ma toute première lettre persane. En attendant, le dessert pour cette première présentation, ce sera un quatrain dans la veine satirique bien française, mais aussi dans l'esprit du grand Omar Khayyam de Nishapour, le plus illustre représentant de cette forme versifiée. En persan, quatrain se dit roboi. Omar Khayyam, esprit libre et réfractaire, qui ne cesse de m'inspirer, comme il inspire tant et tant de persans ayant hérité et mérité de leur patrimoine poétique. Alors, ce quatrain, que j'ai composé pour l'occasion, s'intitule Post-moderne. Bienvenue en France, pays des faux poètes, autant de pauvreté me sort de mes gonds. Hugo et Lamartine, Rimbaud et Aragon, partis, ne reste plus qu'un vague troupeau de bêtes. Je veux parler, bien entendu, des faux poètes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine lettre persane et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo et de la diffuser autant que possible.